J'ai pas vraiment eu le temps de vous expliquer toutes les collections que nous allons voir parce qu'il y avait un petit peu de bruit à l'accueil. Alors on va commencer en fait par remonter le temps. Peut-être que ça va vous faire un petit peu bizarre. On va commencer par la période la plus récente, donc la période moderne que nous avons ici. La période moderne, c'est, on va résumer, entre la Renaissance et la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française. On va ensuite passer à la proto-histoire, à l'Antiquité et enfin la proto-histoire. Donc on va remonter le temps. Dans notre musée, donc, comme je vous l'ai dit, on va avoir des objets qu'on a trouvés en contexte aquatique. Donc on va avoir beaucoup d'objets liés avec les bateaux, avec le commerce et vraiment toutes les activités maritimes. Dans les salles qu'on va découvrir à présent, on va vous raconter l'histoire d'un bateau qui s'appelle la Jeanne Elisabeth. C'est un bateau suédois qui est parti en juin 1755, vous voyez juste ici, excusez-moi dessus, de Stockholm. Et en fait, il a fait tout un petit parcours dans la mer du Nord, l'Atlantique et la Méditerranée. C'était un bateau commerçant, donc il avait déjà des choses à son bord et il faisait du cabotage. Le cabotage, on va faire plein de petits arrêts sur le chemin, on reste près des côtes. On va s'arrêter à Bordeaux prendre du vin. Ils vont s'arrêter aussi au Portugal et à Cadix. Ensuite, leur prochaine escale devait être Marseille. Malheureusement, il y a eu une tempête et ils ont fait naufrage. Donc c'est malheureux pour eux, mais pour nous, archéologues, scientifiques et personnels de musée, c'est super parce qu'on a pu justement retrouver ce bateau et pouvoir avoir tous les objets à vous présenter ici. Sur cette épave, il y a eu un travail d'archéologues qui ont fait des fouilles. On fait des fouilles donc de plongée, c'est assez différent des fouilles qu'on peut avoir, des fouilles terrestres, parce qu'il faut être plongeur et archéologue, donc une double casquette. On va aussi avoir des petits soucis, je ne sais pas si vous avez pu faire de la plongée. En plongée, c'est quand même, la luminosité est réduite, les objets sont plus ou moins enfouis dans le sable, donc on va avoir des conditions de fouille bien plus difficiles qu'en fouille normale. Donc on a quand même réussi, après une dizaine d'années de fouilles, à récupérer plein de choses sur ce bateau que je vais vous présenter à présent. Mais nous n'avons pas travaillé qu'avec des archéologues, on a aussi travaillé avec des historiens. On a eu la chance de pouvoir aller jusqu'à Stockholm pour pouvoir voir les archives. Et notamment, on a récupéré la liste de tout l'équipage qui était donc sur ce navire lors de ce voyage. Alors excusez mon suédois qui n'est pas forcément le plus travaillé. Par exemple, le capitaine s'appelait Anders Knapp Hansen. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui grâce à son registre, parce que forcément, il n'allait pas écrire sur lui. Il a plutôt écrit donc sur son équipage. À chaque fois, on a le lieu de résidence, l'âge, si la personne est mariée ou non, si jamais on a besoin de lui reverser une pension s'il arrive quelque chose, et surtout le salaire. Si on regarde bien, notre pauvre petit Eric, lui, il n'est pas payé. Et alors, tout simplement, c'est lié à son âge. Il a 16 ans. Donc, on pourrait considérer ça comme un stage de longue durée non rémunéré, comme on pourrait avoir aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'est intéressant et ça rend un petit peu plus concret la vie de ces hommes qui ont fait donc, ce voyage et malheureusement ce naufrage. Et ça le rend concret aussi avec tous les objets qu'il y a juste derrière vous, car nous avons à cet endroit les objets de la vie quotidienne de l'équipage. Je vous ai dit qu'ils sont partis en juin. Donc même s'ils sont partis en juin, ils savaient qu'ils allaient partir pour un long voyage, on appelle ça le long cours. Bon, ils n'ont pas pu en profiter parce que le bateau a coulé au mois de novembre, mais des morts, en fait, il y a eu des passagers. Et ça, je vais en reparler un petit peu plus tard quand on abordera le naufrage. Et l'équipage a tous survécu. Parce qu'en gros, vous voyez, ils sont pas nombreux. On ne parle pas d'une catastrophe titanique. On n'est pas au Titanic. On peut voir déjà les fourchettes qui sont assez originales pour nous, avec 2 dents. Il y en avait une, on la voit, qui est juste à côté, avec 4 dents. À cette époque, on est vraiment à la période de transition entre ces types de fourchettes. Et les fourchettes à 4 dents, c'est plutôt pour quelqu'un qui va être de la classe sociale un petit peu plus marquée, un petit peu plus élevée. Et vous avez donc les écuelles qui sont en métal. Et si vous regardez bien, surtout sur celle qui est juste ici, on voit bien qu'il y a des impacts, des petits trous. En fait, c'est lors du naufrage, les tonneaux de blé ont explosé, se sont cassés. Et en fait, c'est la marque d'impact du blé sur le métal. Ça vous donne un peu une idée de l'importance du choc qu'il y a eu
à ce moment-là. C'est la vie, hein. Juste ici, sur la gauche de la vitrine, vous avez de la porcelaine. Devant, vous avez la porcelaine vraiment chinoise, et derrière, vous avez la porcelaine de Hollande. Donc, les Hollandais ont voulu recréer un peu de porcelaine moins chère. Parce que forcément, la vraie porcelaine chinoise, ça coûtait très très cher. Et je trouve ça un petit peu rigolo parce qu'aujourd'hui, on dit tout le temps que c'est la contrefaçon chinoise. Et bien là, c'est la contrefaçon hollandaise par rapport à l'authentique chinois. Et là, on voit vraiment la différence d'épaisseur et de finesse sur le bol chinois qui est vraiment très très fin et la porcelaine hollandaise qui est beaucoup plus épaisse. Alors après, je pense que ça peut être de la vaisselle que ma grand-mère ou arrière-grand-mère pourrait avoir encore dans ce qu'ils pourraient acheter. Donc, même si ça date de 1750, on a quand même cette tradition de la porcelaine qui s'est bien maintenue au final au 18e, 19e siècle. Là, c'est vraiment l'équipage, sa vie quotidienne. Je mentionne juste qu'il y a la petite marmite juste derrière, c'est là où ils allaient faire une autre marmite qui est très importante mais qui ne sert pas à faire à manger. Ici, on a ce qu'on a pu retrouver du matériel de charpentier. Le charpentier, ça va être quelqu'un d'essentiel à bord, parce que forcément, le bateau est constitué de bois. Dans cette marmite, on va plutôt préparer toute l'enduit à la poix qui va servir à être badigeonné plutôt. Calfatage. Voilà, du calfatage pour étanchéifier le bateau, pour éviter qu'il y ait des fuites. Bon, malheureusement, avec le naufrage, il y a eu quand même beaucoup d'eau dans le bateau. Et juste ici, on va parler des instruments de navigation. Alors vous avez une longue vue et un sextant, ils n'ont pas été retrouvés vraiment dans le bateau. Là, ce sont des exemples qu'on nous a prêtés de notre autre musée, le musée Agatois, qui est également ouvert pour les journées du patrimoine. En fait, on a retrouvé seulement les petits éléments, donc les petites verres, les petites loupes. Donc bon, la longue vue, elle sert à voir au loin. Et le sextant, il va servir plutôt à déterminer notre position en fonction des astres. Là, vous avez une illustration juste derrière moi. Et aujourd'hui encore, quand on devient un marin, on apprend à se servir d'un sextant parce que même si aujourd'hui on a Internet, les GPS, etc., il suffit qu'on n'ait plus de réseau, et bien là, on est un petit peu perdu. Pour finir sur cette vitrine, l'objet que je trouve particulièrement joli, c'est ce petit sablier qui, malgré le choc, lui, a réussi à tenir. Alors il n'y a plus de sable, donc il y a dû quand même avoir des petites fissures qui ont fait en sorte que le sable s'écoule, mais c'est assez exceptionnel qu'on le retrouve dans un aussi bon état. Et on voit en fait le verre, il s'est irisé au contact du sable, de l'eau salée, etc. Et ça laisse bien voir, il a passé 250 ans sous l'eau quand même. Mais en tout cas, il est assez exceptionnel au niveau de sa conservation, du fait qu'il doit être bien fragile. Je vous ai dit, donc la Jeanne Elisabeth, c'est un navire commerçant. Je vous invite à aller dans la prochaine salle où on va découvrir parce que ça parle. Alors, une des cargaisons principales de la Jeanne Elisabeth, vous en avez une partie juste ici. C'est de la vaisselle tout simplement en argent. Donc on va avoir des assiettes. Et je vous laisse voir donc, les fourchettes dont je vous parlais, qui étaient plutôt destinées à une classe sociale élevée, les fourchettes à 4 dents. Vous avez ici 4 exemples d'assiettes qui ont été restaurées pour vous montrer comment était l'argent vraiment au moment de la confection des objets. Là, c'est aussi de l'argent. C'est juste que là, vraiment, elles sont nettoyées pour qu'elles soient comme si elles étaient vraiment neuves. Et petit quiz, est-ce que vous auriez une idée de ce qu'est l'objet qui est là au milieu ? Non. Une clé ? Pardon ? Deuxième partie, la partie basse. On va venir couper la mèche de bougie et vous voyez la petit réceptacle ici, la mèche va tomber à l'intérieur. Vu que les bâtiments, que ce soit les bateaux ou les bâtiments physiques sont en bois, eh bien on va pouvoir récupérer la mèche pour éviter qu'il y ait un embrasement, tout simplement. Donc là, on a vraiment de la vaisselle en argent. On peut penser que c'est ça qui va coûter beaucoup d'argent, qui va être très précieux, c'est-à-dire 24 000 piastres en argent. Ces piastres, elles ont été faites à Lima, au Pérou. C'est des piastres qui vont être utilisés en Espagne et en France. Sauf que je vous ai dit que le bateau, il est suédois. Alors, pourquoi on les retrouve sur un bateau suédois ?
Parce qu'à l'époque, on est en guerre à la France contre l'Angleterre. C'est vraiment étonnant, pas forcément. Mais on est allié avec l'Espagne. Et en fait, le 14 novembre, vous avez la date juste là, 1755, une tempête se déclenche. Et donc, le capitaine prend la décision de rester quand même près des côtes pour ne pas les perdre de vue. Sauf que eh bien, la Jeanne Elisabeth va heurter un banc de sable, la coque va s'ouvrir et donc l'eau va s'engouffrer, naufrage. L'équipage vont se réfugier au niveau des mâts du bateau. Et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, ou ce que j'ai peut-être omis de vous dire, il y avait 10 passagers à bord du bateau. Et bien sur ces 10 passagers, il y en a 2 malheureusement qui vont perdre la vie. Il s'agit du sieur de Lagrange qui travaillait au consulat d'Espagne et qui venait en France reprendre sa retraite à Mademoiselle Dubois. Et également l'objet qui est au centre, c'est une baleine d'éventail. Vous savez, c'est la partie qui va être entre les morceaux de tissu ou de papier aujourd'hui. Et vous avez la chaussure juste à côté qui est une chaussure pour l'époque avec des boucles assez luxueuses. Donc c'est pour ça qu'on l'a attribué au sieur de Lagrange. Suite au naufrage, l'équipage est resté quand même presque 15 jours autour du... une revue va publier justement qu'il y a un bateau enfoui au large de Palavas, etc. Et vous avez Monsieur Marty juste ici qui se dit bah, moi j'habite juste à côté, j'aimerais bien la trouver. Donc il va s'inscrire sur la liste du DRASM. Le DRASM, c'est le département de recherche en archéologie sous-marine et subaquatique. C'est eux qui gèrent toutes les découvertes d'épaves en France. Il s'inscrit sur cette liste de bénévoles pour pouvoir chercher la Jeanne. Et phare, donc qui vient tout de suite à l'esprit, ça va être les amphores. Les amphores, c'est vraiment un symbole de l'Antiquité. Et au final, c'est juste des boîtes de conserve. Vraiment, ça va servir à stocker et transporter des liquides, notamment de l'huile d'olive, du vin et du garum. Est-ce que le garum, ça vous parle? Alors le garum, c'est quelque chose que les Romains adoraient. C'est une sauce à base d'entrailles de poisson fermentées. Exactement, c'est en fait le myrtème qu'on a quand on veut manger des raisins. Sauf que les Romains l'utilisaient beaucoup plus parce qu'ils n'avaient pas le sel de table comme nous on a, donc ils vont l'utiliser pour saler. Celle-ci, on l'a encore, mais parfois, après avoir passé 2000 ans sous l'eau, forcément ça s'est désagrégé. Et justement, toutes ces amphores que